aéroport de Lima, au Pérou. Au comptoir des enregistrements, une équipe de policiers en civil se prépare à intervenir. Leur cible, des passagers européens qui tentent de ramener de la drogue dans leur pays. C'est un Roumain. C'est parce qu'il est roumain que vous le contrôlez? Oui, et aussi parce que sa valise était plastifiée. La valise plastifiée a intrigué l'inspecteur. Le passager est aussitôt interrogé, palpé, mais il ne perd pas son calme. Les policiers comprennent vite qu'ils font fausse route. Le voyageur roumain sera finalement autorisé à embarquer. D'autant qu'au même moment, au comptoir d'à côté, un autre passager a attiré leur attention. Chemisette, sac à dos. A priori, cet Espagnol de 34 ans est un touriste comme les autres. Mais cette fois, les policiers ne se sont pas trompés. Dans la doublure d'un blouson, une poudre blanche. En quelques secondes, les enquêteurs procèdent à un test chimique. Le réactif devient bleu. C'est bien de la Je me suis fait avoir, mais tant pis. Vous étiez stressé? Un peu. Vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Maintenant c'est fait. Quelle quantité vous avez? J'ai aucune idée. Je ne savais même pas que la drogue était cachée là. Vous alliez où? À Madrid. Vous pensez quoi à cet instant? Rien. Pour le moment, rien. Je ne sais pas. C'est comme ça. Pour l'Espagnol, le voyage s'arrête ici. C'est Juan Mendoza, l'un des procureurs de police, présent jour et nuit à l'aéroport, qui va s'occuper de son cas. On a un cas positif. Le réactif était positif. Ça arrive souvent? Oui, c'est fréquent. Ça arrive tous les jours. Ils essaient d'emballer la drogue de différentes manières pour éviter les contrôles de police. Pour les policiers, l'enquête commence. Grâce au téléphone portable du passager, ils espèrent retrouver ses commanditaires. Quels sont les numéros que tu as ici? J'en ai deux. Mais il y en a un, c'est juste un mec avec qui j'ai pris une bière. Ce numéro n'a rien à voir. Et de quel numéro on te téléphonait pour organiser ce que tu allais faire? Je sais pas. Il doit être là. Ils m'ont téléphoné ce matin. Tu es venu souvent en Amérique du Sud? C'est la première fois? Oui, c'est la première fois que je sors de l'Espagne. Tu fais quoi en Espagne? Rien. Je suis au chômage. T'es au chômage. On t'a proposé combien? 7 000. 7 000 euros? On allait te payer où? Là-bas. Une fois que tu aurais passé la drogue? Des Européens arrêtés en possession de drogue. Ici, le phénomène ne cesse de s'amplifier. Ils utilisent des personnes au chômage pour leur trafic. Comment il a été détecté? Par son profil. Généralement, comme c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, on les habille. Sa chemise, elle est neuve, c'est ce qui m'a intriguée. Et la valise, elle est trop petite pour un touriste. Quelques heures plus tard, David, le passager espagnol, est transféré en plein centre de Lima, dans les locaux de la police. Placé en garde à vue. Dans sa cellule, d'autres Européens, tous transportaient de la drogue. Vous venez d'où? Je suis anglais. On vous a pris à l'aéroport? Non. J'en avais juste pour ma consommation personnelle. Je n'allais rien faire d'autre avec. Ici, tous ceux qui sont arrêtés en possession de cocaïne risquent une peine minimale de 8 ans de prison.
Lima, la paisible capitale du Pérou, est en passe de devenir la nouvelle plaque tournante de la drogue en Amérique du Sud. Jusque-là essentiellement basé en Colombie, un pays voisin, le marché de la cocaïne s'est déplacé au Pérou. Les plantations de cocaïne sont foisonnantes. La drogue est vendue moins cher qu'en Colombie. Pour tenter d'endiguer le trafic, l'État péruvien se veut de plus en plus répressif. Opération commando dans la jungle pour frapper les trafiquants à la source, mais aussi surveillance accrue aux aéroports où les passeurs rivalisent d'inventivité pour transporter la cocaïne, en ingérant des capsules ou en les cachant dans des barres de céréales ou des pièces d'artisanat. Je ne suis au courant de rien, j'ai juste acheté des souvenirs. De plus en plus d'Européens se laissent tenter et pour quelques milliers d'euros acceptent de transporter la drogue. Les Péruviens les appellent les bourriers, les mules. Et souvent leur voyage s'arrête à l'aéroport et ils finissent en prison. C'est le cas d'Alain, un cuisinier français. Il s'est fait prendre à l'aéroport avec 2 kilos de cocaïne. Depuis, il a dû apprendre les règles pour survivre à Sarita Colonia, la prison la plus surpeuplée de Lima. Ici t'as une personne, ici t'as une personne, ici t'as une personne qui dort. De l'entrée de la porte jusqu'à l'entrée des ailes. Parmi ces nouveaux trafiquants, de plus en plus de femmes qui voient parfois leur destin se briser loin de leur famille, sans soutien. Comme Wendy, une jeune Hollandaise arrêtée à 19 ans alors qu'elle était enceinte et qui a accouché entre ses murs, condamnée à une peine exemplaire, 14 ans de prison. Voilà, ici c'est ma fille. Je me suis sentie si faible, je me suis assise, je me suis mise à pleurer. À ce moment-là, j'ai pensé à ma fille et à ma mère. Alors qui sont ces Européens qui ont pris le risque de gagner de l'argent grâce à la drogue? Et à quel prix le paye-t-il aujourd'hui? En plein centre de Lima, le siège de l'ambassade de France au Pérou. Camille Poli est vice-consul. Au téléphone, un Français emprisonné ici. Tout ça, on va en reparler quand on va se voir d'ici 1 heure. Hein? Vous allez me réexpliquer tout ça calmement? Oui, parce que encore certainement, moi, très mal, les personnes qui veulent ça savoir. Bon, on va venir. Je vais couper son gorge. On va arriver. On arrive. À tout de suite, hein? Merci. Les Français détenus en prison pour trafic de drogue, une nouvelle priorité pour l'ambassade et pour Camille. Journaux, livres, médicaments. À chacune de ces visites, la vice-consul essaie de leur apporter le nécessaire. Aujourd'hui, elle se rend dans l'un des 3 pénitenciers de la ville. 4 Français y sont détenus. Tous se sont fait prendre avec de la cocaïne. On y va dès qu'on peut. Quand il y a un problème, on y va. Et sinon, en moyenne, à peu près tous les 2 mois, on essaye. Mais je suis toute seule pour aller les voir, donc c'est pas évident. Nous sommes à Callao, dans la banlieue de Lima. Et à la prison Sarita Colonia aujourd'hui, c'est jour de visite pour les ambassades. Quelle ambassade? Attendez un peu, il y a l'ambassade d'Italie avant vous. C'est toujours comme ça. Hier, on a appelé pour vérifier qu'ils avaient bien reçu le fax, ils l'avaient perdu. Bien. Les objets, vous les posez là. Qu'est-ce que vous avez? J'ai des calmants. Un détenu a mal aux dents. Après la fouille, c'est dans l'espace réservé aux visiteurs que Camille va rencontrer les Français. Devant les hôtes de marque, les gardiens font le ménage en grand. C'est tapis rouge aujourd'hui.
Les Français, les voici. Parmi eux, Alain, un cuisinier de 29 ans, originaire d'Aix-en-Provence. Tu me dis pas bonjour? Tu me fais la tête ou quoi? Arrêté à l'aéroport en possession de 2 kilos de cocaïne. Cela fait 2 ans qu'il est emprisonné ici. Autour d'Alain, Diego, Michael, Francis ou Laurent. Tous arrêtés pour le même délit et tous condamnés à la même peine, 8 ans de prison. Mais si vous voulez vous installer, après on se voit. Pour tous, la visite de la vice-consul, c'est l'espoir d'améliorer le quotidien. Ce que veulent les détenus, ce sont des colchones, c'est-à-dire des matelas ou simplement de l'argent. Mais ils vont être déçus. L'ambassade de Chili et l'ambassade du Brésil, c'est des pays qui n'ont pas d'argent, amènent des colchons à leurs détenus, leur amènent des couvertures. À cas de visite que passe à l'ambassade, ils tiennent un budget pour payer des dentifrices, des savons, des déodorants, des bêtises comme ça. Mais c'est pas forcément donner de l'argent liquide comme le font les Espagnols ou les Hollandais, c'est pas toujours une solution non plus. La France ne donne pas d'argent aux détenus. L'aide que Camille leur propose est avant tout juridique. Étudier avec eux les moyens d'obtenir des remises de peine ou une liberté conditionnelle. Ça va. Fin de la visite, Camille retourne à l'ambassade. Mais sa vision des prisons péruviennes est limitée. Elle n'en connaît que le quartier VIP, à 1000 lieues de la réalité des conditions de détention de ses compatriotes. Dans la cour, c'est l'heure de l'appel. Prévue pour environ 500 détenus, la prison Sarita Colonia en accueille 5 fois plus. C'est l'une des plus surpeuplées du pays. Ici, il n'y a pratiquement que des étrangers. Plus de 60 nationalités représentées. La plupart des détenus sont tombés pour possession de drogue. Depuis 2 ans, Alain y a appris les règles pour survivre. La première d'entre elles, ici l'argent fait la loi pour tout. Alors pour en gagner, les prisonniers rivalisent d'imagination. Le linge qui sèche au-dessus de la cour, une laverie montée avec les moyens du bord. Tu peux laver ma serviette? C'est celle-ci. Elle s'est pris la pluie ce matin. Bonjour. Je vous présente mes employés. On travaille tous les jours pour gagner un peu d'argent. Ici, on a l'aide de personne. Ici, c'est les mecs qui fument du crack toute la journée. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour payer ça, c'est de laver du linge, prendre des colchons, tout ça. Ça rentre comment alors? Par les femmes, les 3 quarts du temps, c'est des jours de visite. Alain n'a pas le choix. Ici, on doit payer pour faire laver son linge, mais aussi pour manger. Le seul repas gratuit proposé aux détenus, le voici, riz et pommes de terre. C'est la meilleure cuisine du monde, la cuisine péruvienne. Pour manger autre chose, il faut payer. Regarde la qualité. Du poulet, de la viande. De nombreux détenus se sont improvisés cuisiniers et vendent leurs propres plats, préparés grâce aux colis qu'ils reçoivent de l'extérieur. Un repas pour 5 soles, l'équivalent d'1,50 €. 5 soles pour un plat avec du poulet et du riz. Seulement 5 soles. Mais 5 soles ici, c'est une putain de somme. Repas, cigarettes. Ici, chacun essaie de s'en sortir avec son propre business. Même ceux qui sont interdits. Dans l'enceinte de la prison, la drogue circule facilement. Alain connaît tout le monde, il sait à qui s'adresser. Donne-moi-en 2. Il vient d'acheter de la... La transaction a lieu en plein milieu de la cour, à quelques mètres seulement du gardien, qui préfère regarder ailleurs. En ce moment, une épidémie de grippe oblige certains détenus à porter un masque.
Alain va partager son joint avec les autres Français. C'est pas l'envie qui me manque, vous comprenez. C'est vraiment tranquillement. Presque. Il y a tout qui passe ici. Parmi eux, Laurent, un autre Marseillais. Sur l'écharpe. Obligé. L'écharpe de... Cette année, on a de 93. De 93. Charles de Marseille avec la bonne mère. Toujours en place, Marseille. Droit au but. Laurent était steward, arrêté avec 1 kilo de cocaïne. Il est ici depuis 1 an. J'ai tout perdu en fait. J'avais un super travail, j'avais tout. J'avais vraiment tout. On me payait super bien. J'avais un business ici. J'ai tout perdu parce que je me suis mis à consommer. Et en fait, moi je le faisais pas pour l'argent. Je montais à New York pour aller faire la fête. Et puis voilà. En fait, c'est mieux que je me suis pas attrapé, sinon j'aurais continué à consommer et ça se trouve, je serais pas là en train de vous parler, quoi. Dans cette prison, les frontières entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit ne sont pas toujours claires. Régulièrement, les gardiens organisent des fouilles dans les cellules. Ils cherchent quoi? La mobile et autre chose. Le téléphone portable? Oui. Pourtant, les portables sont nombreux à Sarita Colonia. Pour les conserver, les détenus doivent soudoyer les gardiens. Il y a un téléphone alors? On a tous des téléphones ici. C'est quelque chose. C'est interdit? Non, c'est interdit, mais ici c'est le Pérou, tout se règle. Tout est possible. La drogue et les portables circulent. Mais paradoxalement, ce qui est officiellement interdit dans la prison n'est pas ce qui coûte le plus cher. Dans ce pénitencier surpeuplé, le nombre de lits est insuffisant. Vous dormez où en fait? Moi je dors où? Je dors là. Là je mets un mag ici à ici et je dors en l'air. De ici à ici c'est mon hamac. Que je laisse la nuit. Et votre hamac il est où alors? Là, la journée, je laisse au gymnase avec tous les colchons, tous les matelas. Parce qu'ici, il n'y a rien, mais toute la nuit, c'est plein de gens ici. Chaque carré, un carré, c'est une personne qui dort. De ici jusqu'au fond et dans toutes les ailes. La plupart des détenus dorment par terre. À Sarita Colonia, avoir une cellule est un luxe hors de prix. Salut, tous les Français. Combien t'as acheté ta cellule, toi? Non, je pense que la cellule entière. La cellule entière, c'est 5 000 $. 5 000 $. Ouais. Il y a 3 lits dedans. Un lit, il est 1 400. 1 400 $. Ouais. Jusqu'à 1 500 $ pour une simple couchette. Les plus anciens détenus rachètent et revendent les emplacements à ceux qui ont les moyens. Attends, je vais passer un coup de fil. 1 à 2 fois par semaine, c'est par téléphone qu'Alain joint sa famille. L'occasion aussi de leur demander de l'argent, son sésame, pour vivre sa détention dans de meilleures conditions. Allô, Annette? C'est Alain. Je veux dire, Angelina, t'as dit si elle m'a envoyé quelque chose ou pas? Christine. Ouais, mais Christine, elle est avec toi. Dis-lui que si elle peut me mettre quelque chose aussi, ça m'arrangerait. On peut aller ici, c'est la pluie. Au bout du fil, à l'autre bout du monde, des amis ou des membres de sa famille. C'est l'hiver, là. Tous ses proches restés dans la région d'Aix-en-Provence où il a grandi. C'est dans cette cité, aux abords de la ville, que vit Annette, sa mère. Depuis 2 ans, Alain l'appelle chaque semaine. Oh, mais sinon ça va. Hein. Toujours la même, moi j'attends toujours mon billet de sortie, maintenant rien de plus. Hein. Finir avec tout ça. Tu sais, quand t'oublies pas, mais surtout sois sérieux et ne fais pas de bêtises là-bas. On t'aime. Allez, je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine. Je t'aime. Au revoir, Alain. C'est quoi le plus dur pour vous, madame? De parler d'Alain. Il vous téléphone souvent? Il le fait le plus possible. C'est très dur de l'avoir au téléphone et de savoir dans la pitié qu'il est. Parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas l'aider. Tout ce qu'on peut faire, c'est écouter, subir et attendre. Si
Ah ben c'est Alain que je viens d'avoir. Venez, je vais vous expliquer. Eh bien, comment il va? Ben ça va là. Il me demande encore des sous parce qu'il lui faut des sous pour l'avocat et tout. Il demande presque 1500 $. Cette mère de 3 enfants n'aurait jamais imaginé que son fils puisse être mêlé un jour à une histoire de trafic de drogue, qui plus est sur un autre continent. J'ai cru que c'était une blague, parce qu'on me dit, vous avez un fils qui s'appelle Alain, on est l'ambassade du Pérou. Le Pérou, c'est où le Pérou? Et heureusement, quand Gina, sur son truc, elle avait une map monde. Alors j'étais là en train de chercher Pérou. Et ils m'ont dit, mais Alain, il est là, il a été arrêté à Lima. Mais Lima, c'est où? Ben, c'est au Pérou. Ah là 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 là, Madame Marie. Vous voyez comme la vie, elle est. Vous mettez des enfants au monde et après, vous avez le souci de pleurer. Parce qu'ils sont partis, qu'ils ont fait des bêtises. Et on se retrouve tout seul. À 10 000 km de Lima, Annette ne se doutait pas que son fils serait pris dans la guerre que l'État péruvien livre au trafic de drogue. Opération anti-stup en pleine jungle amazonienne. Nous sommes dans la région de Huánuco, au centre du Pérou. Carlos est lieutenant de police. Il fait partie des 450 hommes spécialisés dans la lutte contre les trafiquants. Depuis le début de l'année, 200 labos ont été démantelés. Près de 2 tonnes de cocaïne y ont été saisies. Aujourd'hui, une cinquantaine d'hommes, 8 hélicoptères. De telles opérations sont menées grâce au soutien financier américain. Cette année, le Pérou a reçu une aide de 150 millions de $ pour lutter contre la drogue. On prend toutes les mesures de sécurité pour limiter les risques. Quels sont les risques ici? Dans le coin, il y a le Sentier Lumineux. C'est un groupe terroriste, mais aussi les trafiquants et la population qui est parfois hostile. Là-bas, vous voyez, il y a une petite maison. Tout autour, ce sont des champs de... Cette plantation pourrait abriter un laboratoire clandestin. Au Pérou, cultiver la cocaïne est permis à condition d'avoir une autorisation. Élément de base à la fabrication de cocaïne, la feuille de coca, c'est aussi une plante médicinale qui sert de fortifiant. Bonjour grand-mère. À la tête de la plantation, une grand-mère qui mastique de la coca, comme tous les paysans du coin. Là-bas en face, tout est à vous? Combien de parcelles vous avez? Vous ne savez pas? Attendez, j'ai ici l'autorisation. L'exploitation a l'air en règle. Reste à inspecter la maison. À l'intérieur, pas de produits chimiques, aucune trace d'un labo. Juste un élevage de chinchillas, nourris à la feuille de coca. Aujourd'hui, Carlos a fait chou blanc. Mais dans la ville voisine, ses collègues pistent 2 trafiquants depuis plusieurs semaines. D'après leurs informateurs, une livraison doit avoir lieu ce jour-là. Le commandant Montes espère les prendre en flagrant délit. Il y a beaucoup de trafiquants par ici. Il faut rester vigilant. Rapidement, une quinzaine d'hommes se déploient. L'arrestation doit avoir lieu à la sortie d'un village, au milieu de la population. La progression des policiers est prudente. Mais alors qu'ils s'apprêtent à intervenir, les 2 trafiquants les repèrent et prennent la fuite. Une course-poursuite s'engage. Les policiers prennent l'avantage. Ils sont où les paquets? Ils sont où? Tu les as mis où? Je ne sais rien, moi. Je me promenais. Des promeneurs bien équipés. Dans leur sac, des armes et de la poudre blanche.
Regarde, enfoiré. Le test réactif est concluant. C'est bien de la cocaïne. C'est positif. Là, il doit y avoir environ 8 kilos. 4, 5, 6, 7, 8 kilos. Et les policiers vont faire d'autres découvertes. Il a qui, Suzy? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, tu ne sais rien, toi, hein? Non, je ne sais rien, je ne fais que passer. Je veux rester libre, je veux pas aller en prison. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, il faut que je leur apporte à manger. Je ne sais rien, je veux rentrer chez moi. Pour ce Péruvien suspecté de trafic, la prochaine destination, c'est la prison. Avec plus de 2 kilos, tu auras minimum 8 ans de prison. Cette drogue, elle allait où? Dans un premier temps à Lima. Et puis après, elle pouvait aller partout dans le monde. Principalement en Europe. Opération réussie. Depuis le début de l'année, plusieurs centaines d'arrestations de ce type ont été effectuées. Retour à l'aéroport Jorge Chavez de Lima. Qu'est-ce qu'on a comme vol maintenant? Un vol direct pour Amsterdam. Dans sa lutte contre les trafiquants de drogue, Juan Mendoza, le procureur de l'aéroport, ne manque pas de moyens. L'aéroport de Lima est l'un des plus surveillés d'Amérique du Sud. Fouilles, bagages, colis, tout est passé au crible. Et grâce là encore à des financements américains, l'aéroport a été l'un des premiers au monde à s'équiper de scans corporels. Un matériel high-tech idéal pour prévenir une méthode souvent utilisée, l'ingestion de capsules de drogue dans l'estomac. Mais les trafiquants ont très vite trouvé la parade. Pour éviter les contrôles au rayon X, ils utilisent les femmes enceintes. Ils savent que dans aucun endroit au monde, on pourrait prendre de tels risques sur un enfant. Une femme enceinte comme Patricia, une jeune Espagnole de 21 ans, arrêtée à l'aéroport enceinte de 8 mois et demi en compagnie de sa sœur. Avec 5 kilos de cocaïne cachée dans un gilet et dans une couche qu'elle portait pour l'occasion. Quelques semaines plus tard, la jeune femme a accouché à la prison Santa Monica. Nous sommes à Chorrillos, une autre banlieue de Lima. Derrière ces murs, la prison Santa Monica est réservée aux femmes. À l'intérieur, près de 1000 détenus. Nous y retrouvons Patricia, la jeune Espagnole, arrêtée enceinte à l'aéroport. Oui, là c'est mon fils. Et là c'est ma sœur. Il est aussi espagnol, mon fils. Quel âge tu as? 22 ans. Je viens de les avoir ici. C'est quoi le plus dur pour toi? Tout. Tout. D'avoir accouché ici, en prison. Son papa, il est en prison en Espagne. J'ai encore 2 enfants en Espagne. On avait des vêtements pleins de cocaïne dans la valise. De la bonne, mais de la très bonne cocaïne en plus. Si j'avais su, je serais venue avant, parce qu'on aime bien consommer. Ça fait 18 ans que j'en consomme. Régulièrement. Dans cette prison de femmes, il y a donc des détenus pas comme les autres. Des enfants, âgés de quelques semaines à 3 ans, l'âge où ils n'ont plus le droit de rester ici. En tout, ils sont une 50aine, à tel point que les responsables de la prison ont dû ouvrir une crèche. La plupart sont nés ici. Non, en fait, ils sont tous nés ici. Ils sont tous nés ici? Ils sont nés alors que leur mère était déjà emprisonnée. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de femmes enceintes qui prennent de tels risques. Comme dans n'importe quelle crèche, les enfants sont répartis par tranche d'âge.
Des animateurs viennent travailler bénévolement dans les classes. Difficile d'imaginer que nous sommes toujours en prison. Les enfants passent la journée ici. Le soir, ils rejoignent leur mère dans un quartier de la prison qui leur est réservé. Wendy aussi a accouché ici, mais elle ne vit plus avec son enfant. Cette jeune Hollandaise avait 19 ans quand elle a été arrêtée. Quelques mois plus tard, elle donnait naissance à Johanna, sa fille. À 4 mois, la petite fille est partie aux Pays-Bas vivre chez sa grand-mère. Depuis 3 ans, Wendy est emprisonnée ici. En guise de cellule, un des nombreux lits alignés dans ce couloir. Tu écris souvent à ta mère? Bien sûr, toutes les semaines. Ma fille est née un 15 août et en décembre, ma mère est venue la chercher. C'était dur de te séparer de ton bébé? Oui, je crois bien que c'était le jour le plus horrible de ma vie. Je suis séparée de ma famille, ma mère a pris ma fille. Je sais bien que c'est mieux pour elle, mais ça m'a quand même fait beaucoup de mal, parce que c'est mon sang, ma chair. Ils m'ont repris mon bébé. Attends, j'ai quelques photos. Regarde, elle c'est ma fille, et là c'est ma mère. J'avais dit à ma mère que j'étais en Allemagne avec des copines, et bien sûr elle m'a cru. Comme si j'étais en Allemagne, j'avais téléphoné du Pérou pour lui dire que tout allait bien. Mais le jour où on m'a arrêté à l'aéroport, j'ai téléphoné alors au papa de ma fille. J'avais peur de l'appeler. C'est lui qui lui a annoncé que je venais d'être arrêtée et que j'étais enceinte. Elle ne savait pas? Ma mère, elle, n'en savait rien. Le père, il savait que tu venais au Pérou? Non, personne ne le savait. Ni que j'étais au Pérou, ni même que j'étais enceinte. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais étudiante en psychologie et je travaillais dans un resto. Je ne sais pas. Je pense que c'est une folie. Tiens, regarde. Ma fille m'a envoyé ça pour la fête des mères. Wendy a été arrêtée avec 16 kilos de cocaïne et condamnée à 14 ans de prison. Un espoir la fait tenir. Dans quelques jours, son affaire va passer en appel. Sa peine peut être réduite. Sinon, elle devra effectuer les 11 années de prison qui lui restent à accomplir. Allez, arrête, ça va me faire pleurer. Depuis 3 ans, Wendy a appris à découvrir le fonctionnement de cette prison pas comme les autres, où l'administration tente au maximum de distraire et d'occuper les détenus. Dans ce bâtiment, elles ont pu ouvrir un salon de coiffure. Je me fais une nouvelle tête. Je lui ai demandé de me faire les cheveux un peu plus raides. Elle veut une tresse de ce côté-là. Pareil que la dernière fois? Un salon de coiffure, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On pourrait se croire en plein centre de Lima. Juste à côté de Wendy, la représentante d'une grande marque de cosmétiques vient vendre ses produits. Pour elle, la prison, c'est un bon business. Ici, c'est différent. C'est pas comme dehors. Toutes les semaines, on livre et on se fait payer. À l'autre bout de la prison, une jeune femme est encore sous le choc de son arrestation. Lucie a 31 ans et elle est française, inculpée de trafic de drogue. Lucie a été arrêtée il y a 2 semaines à l'aéroport. Filmée ici par les caméras de la police péruvienne, interpellée alors qu'elle s'apprêtait à embarquer pour Madrid. Dans ses bagages, les policiers font une découverte surprenante. Lucie comptait ramener du Pérou des souvenirs plutôt inhabituels. Plusieurs sachets de mayonnaise et de ketchup. Dissimulés à l'intérieur de la cocaïne. En tout, plus de 4 kilos. 2 semaines après son arrestation, Lucie est encore sonnée. C'est dur. C'est dur. Je me suis fait arrêter avec 4 kilos de drogue dans ma valise. J'assume.
Lucie ne parle pas un mot d'espagnol. L'acclimatation à la détention est difficile. Pour lui occuper les mains et l'esprit, la prison lui a fourni de quoi fabriquer des bijoux de pacotille. Ses fils et ses perles ne la quittent plus. C'est chez elle à Metz qu'elle a été contactée. On lui propose 5 000 € pour transporter de la drogue. Au départ, cela devait se faire en Espagne, mais une fois sur place, on lui demande de venir jusqu'au Pérou. Maintenant que je sais comment ça se passe ici, que j'ai vu comment ça se passait ici, de ce que j'ai vu, ils m'ont envoyé un peu à l'abattoir, quoi. Ils m'ont envoyé directement en prison. Pour moi, ils m'ont envoyé en prison. Avec 4 kilos de cocaïne, Lucie écopera comme la plupart des détenus de 8 ans de prison. Encore sous le choc, elle a du mal à réaliser ce qui lui arrive. Dans la cour d'à côté, aujourd'hui, c'est cours de stretching pour les détenus. Un prof vient ici toutes les semaines. Cette ambiance surréaliste, c'est le nouveau quotidien de la jeune Française. Au Pérou, les nouvelles vont vite. À l'autre bout de Lima, dans la prison pour hommes de Sarita Colonia, les 4 Français du pénitencier viennent d'apprendre l'arrestation de Lucie. Diego, 24 ans, le plus jeune de la bande, décide d'écrire à sa compatriote. Le français. Si j'ai pas de visite ni rien, ça me fait plaisir de savoir que si je peux parler, qu'elle va me répondre, quoi. Ici, je suis loin de ma famille, tout ça, ici j'ai personne et c'est dur d'être seul ici. Sans famille, sans rien. Le problème avec Paris, c'est que c'est rempli de Parisiens. Vous l'imaginez comment alors cette fille? Comme les Parisiennes, blondes, grandes, les yeux bleus. Une très belle fille, quoi. Comme les Parisiennes. Donner de leurs nouvelles est essentiel pour ces Français coupés du monde. Une échappatoire pour oublier l'espace surpeuplé où les tensions entre détenus sont fréquentes. Une bagarre vient d'éclater. Apparemment, c'est juste... Notre caméra n'est pas la bienvenue. Apparemment, c'est juste deux détenus qui apparemment ont un problème. Et une fois ici, il y a qu'un seul technico pour 260 personnes. Aujourd'hui, Alain a décidé de faire étalage de ses talents de cuistot. Pendant 2 heures, il a le droit d'utiliser l'une des cuisines de la prison sous la surveillance d'un gardien. Tous les couteaux sont autorisés ici, il n'y a aucun... Non, il faut avoir une permission spéciale, parce qu'ici c'est un restaurant. C'est considéré comme un restaurant, alors... Tu vas goûter mon plat? Tu vas le goûter? Quoi? Tu vas goûter mon plat? Oui, oui, vas-y. Essaie de me parler en français. On a de la chance ici, c'est que tous les technicos ne sont pas des cons, comme Boutara, qui c'est un super mec. Au menu, hachis parmentier. Ah, de l'huile d'olive. Un plat qu'Alain va pouvoir réaliser grâce aux colis que les Français ont reçus de leur famille. Vas-y. Franchement, je suis au travail. Et ici, il leur suffit parfois d'une odeur pour que le mal du pays s'installe. Le pays, les odeurs de la Provence. Marseille, Aix. La mer Méditerranée, Sormiou. Ça vous manque la France alors? Grave, énormément. C'est clair. La famille, les petits cousins. Apprenez de mes erreurs. Il manque juste le petit rosé et le pastis. Comme prévu, le gardien est le premier servi. Allez, à table. Merci ma poule. Dans une situation un peu merdique, mais bon, il y en a qui sont pires. Voilà. Quand tu joues avec le feu et que tu te crames les mains, faut pas pleurer. C'est clair. T'assumes et puis c'est tout. Il y a beaucoup pire. Comme le dit au Pérou, caballero. Assumer ses responsabilités.
Il manque juste quelque chose à boire. Retour à la prison pour femmes. Entre les deux établissements pénitentiaires, à une trentaine de kilomètres l'un de l'autre, un système de courrier a été mis en place par les surveillants. Et ce matin, Lucie a reçu la lettre que lui ont envoyée les détenus français. C'est qui est à la prison d'hommes, dans une des prisons d'hommes. C'est courant ici que de prison d'hommes à prison de femmes, on s'écrive. Et vous le connaissez? Non, je le connais pas. Mais bon, ça peut être bien de communiquer avec quelqu'un qui vient du même endroit que soi. Pour Lucie, le temps est particulièrement long. Elle a fait des demandes pour purger la fin de sa peine chez elle, mais aucun accord n'existe entre la France et le Pérou. Ces démarches ont peu de chances d'aboutir. Pour éviter que les détenus ne sombrent dans la dépression, la prison multiplie les activités. Dans l'auditorium, une troupe de danse est en pleine répétition. Parmi elles, Wendy, la jeune Hollandaise. Les filles s'entraînent pour tenter de remporter le concours de danse des prisons, organisé cette année pour la première fois. Vous êtes des femmes et vous marchez comme ça? Un chorégraphe a même été embauché pour l'occasion. Normalement, quand on est une femme, on devrait plutôt marcher comme ça, je sais pas. Être un peu plus coquette. On doit le sentir. Pour Luis, le chorégraphe, il s'agit avant tout de redonner confiance à ses filles. Essayez de faire ressentir vos émotions, de les interpréter, de les jouer. C'est très sérieux. Si vous devez rire, riez. Si vous devez pleurer, pleurez. Pareil, si vous devez être sérieuse ou si vous devez être mélancolique. Je veux que vous essayiez de faire comme si vous étiez déjà dans le concours. Pour Wendy, la danse est une manière d'évacuer le stress. Elle attend son passage en appel. S'il échoue, c'est entre ses murs, loin de sa fille, qu'elle passera les 11 prochaines années. Une semaine plus tard, nous sommes le 28 juillet. C'est la fête nationale du Pérou. Pour l'occasion, les détenus participent à un défilé dans l'enceinte de l'établissement. Lucie fait partie du cortège. Chaque atelier défile avec les couleurs du Pérou pour la fête nationale. Wendy n'est pas dans les rangs, mais pour elle, c'est une journée cruciale qui se joue. Tu ne participes pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres filles qui le font pour moi. Au tribunal, son avocat plaide sa cause. Dans quelques heures, elle sera fixée sur son sort. Pour soutenir Wendy dans son attente, une de ses camarades lui a préparé une surprise. On a fait un décor romantique. Il y a même des fleurs. C'est pour moi? Mais tu es complètement folle. Ouais, folle de toi. Maria est vénézuélienne. Wendy et elle sont en couple depuis plusieurs mois. Dans la prison, l'homosexualité est interdite. Au moindre geste d'effusion entre détenus, les gardiennes veillent. La surveillante sait qu'on est en couple. Mais s'ils te prennent en train de t'embrasser, tu pars au mitard. Car ici, c'est interdit. Comment tu fais alors? En cachette. Dans la cour, c'est le début du défilé. Des prisonnières et leurs enfants, tous habillés en rouge et blanc, les couleurs du Pérou. Une ambiance de fête inhabituelle pour cet endroit. À l'écart de la foule, Wendy attend d'être convoquée au parloir. Je vais voir l'avocat, d'accord? Quelques minutes plus tard, alors que le défilé s'achève, Wendy en a déjà fini avec son avocat.
C'est à sa mère, aux Pays-Bas, qu'elle tient à annoncer en premier le résultat de son appel. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. On vient de me confirmer mes 14 ans ferme. Comment tu le vis? Tu avais un espoir? Bien sûr, j'ai toujours espéré. Mais là, c'est terminé. La jeune femme ne craque pas, blindée par ses 3 années de détention. Pour elle, il n'y a plus aucune remise de peine possible. Mais d'autres détenus ont plus de chance et espèrent préparer prochainement leur sortie. À la prison pour hommes, les conditions d'Alain le Marseillais se sont améliorées. On peut aller, on peut aller. Alain a trouvé un emploi aux cuisines qui lui rapporte environ 100 € par mois. Mais il espère surtout obtenir prochainement une liberté conditionnelle. Pour cela, il a besoin d'être domicilié au Pérou. Et justement ici, il peut compter sur quelqu'un. Nous sommes à quelques kilomètres de la prison, un quartier défavorisé dans la banlieue de Lima. C'est ici que vit Luz Maria, c'est la petite amie d'Alain. Allô, mon amour? Écoute-moi. Écoute-moi, je t'amène quoi d'autre, tu dis? Je t'amène à manger, non? Je t'entends pas. Quoi d'autre? De la soupe et quoi? Depuis plusieurs années, comme beaucoup d'autres jeunes femmes, Luz Maria fait du business à la prison pour hommes. En échange d'argent, elle apporte aux prisonniers européens de la nourriture et divers produits de l'extérieur. C'est ainsi qu'elle a rencontré Alain. Ça fait 2 ans que je suis avec lui. Je l'ai connu quand je vendais de la nourriture aux étrangers emprisonnés. Depuis, j'ai arrêté et je ne m'occupe que d'Alain. Ici, au Pérou, les étrangers, on ne les traite pas humainement. On les traite comme des animaux. Señora. No, mamá, ese es por ahí. Aujourd'hui, à la prison Sarita Colonia, c'est jour de visite des femmes. Parmi elles, des épouses, des amies et des prostituées. Je suis amoureuse de toi, mon amour. 3 fois par semaine, Luz Maria rend visite à Alain. Mais ce matin, elle est de mauvaise humeur. No, Alan, no. Ya. La jeune femme aide Alain dans ses démarches et espère à sa sortie partir avec lui en Europe. Et Alain a pour elle des projets déjà très concrets. J'attends que ma femme me donne un enfant, mais la demoiselle ne veut pas. Vous ne voulez pas avoir un enfant avec Alain? Si, j'en aurai un. Ni en France, ni au Pérou, en Espagne. On s'est parti avec elle en Europe? Si. En France, non, parce que la vie est chère et... Alors qu'en Espagne, elle qui est allée en Italie. Mais elle comprend pas que l'Italie, c'est pareil que la France. Si, je veux aller en Italie avec mon fils. L'Espagne, au moins, la vie est... la même paye, mais au moins, la vie est un peu meilleure. Vous aimeriez? À Italie. Comme il travaille aux cuisines, Alain est privilégié. Il peut déjeuner avec Luz Maria dans ce patio presque privé. Mais il a un peu de mal à convaincre les Péruviens des qualités de la cuisine française. Il m'avait fait un repas qui m'a donné la diarrhée pendant 3 jours. Soi-disant un repas français. Et s'il dit qu'au Pérou rien n'est bon, pourquoi il est avec une Péruvienne? Grâce à Luz Maria, Alain bénéficie d'une adresse au Pérou. Et comme il a effectué plus d'un tiers de sa peine, il devrait prochainement obtenir sa liberté conditionnelle. Avant de repartir avec sa femme en Europe.
À la prison pour femmes, la directrice a une bonne nouvelle à annoncer à la troupe de danse de Wendy, la jeune Hollandaise. Eh bien, les filles, toutes les 13, vous qui avez travaillé tous ces mois, vous êtes invitées à vous produire en ville. Je suis émue. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la rue. Pour Wendy, c'est un cadeau inespéré. Pouvoir sortir de la prison ne serait-ce que pour quelques heures. Et cerise sur le gâteau, sa troupe participera à une émission de télévision péruvienne. Quand je l'ai dit à ma mère, j'ai senti quelque chose ici. J'ai eu les larmes aux yeux parce que ma mère, c'est toute ma vie. Quand ma fille sera grande, je pourrai lui montrer que sa maman a été jeune et qu'elle savait danser. Non, je vais pas pleurer. J'ai le maquillage. Star d'un jour, au salon de coiffure, les filles se préparent. Quelques minutes plus tard, c'est menotté et sous escorte policière que les jeunes femmes s'apprêtent enfin à sortir de leur prison. Direction un studio de télévision en plein centre de Lima. Regarde, je vais te montrer un truc. Sur place, le dispositif policier ne prend aucun risque. Les déplacements de prisonniers pour des occasions de ce genre sont extrêmement rares. Regarde cette table, comme elle est belle. C'est un peu comme à la maison. Dans les loges, la présentatrice du show, Gisela, une star de télé au Pérou, vient prier avec elle. Merci Seigneur de me permettre d'être avec tes filles, qui aujourd'hui sont en manque de liberté physique. Seigneur, toi qui transformes tout, toi qui donnes tout, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour tout ça, que tu nous bénisses aujourd'hui, demain et toujours. Alors, vous êtes nerveuse? Pour les jeunes détenus, c'est l'heure de monter sur scène. Le défi de ce soir, les détenus de la maison d'arrêt de Chorrillos. En direct à la télé péruvienne ce soir, une prestation quasi professionnelle, à la grande joie de la directrice de la prison. En tout 10 minutes de show qui leur ont paru trop courtes. Retour dans le fourgon, direction la prison. Pour Wendy, comme pour ses autres détenus condamnés pour trafic de drogue, la soirée aura été une manière de s'échapper et d'oublier l'erreur qu'elles ont commise et qu'elles vont payer encore longtemps.